Bonjour à tous et bienvenue à la 62e édition du Bombcast. Aujourd'hui, nous parlons de 7 films encore en salle avec la suite de 300, de Monument Men de George Clooney, de Véronica Mars, de Maintenant c'est ma vie de Kevin MacDonald, Dans l'ombre de Marie, de L'étrange couleur des larmes de ton corps et de Diplomatie. Dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur 2 films de Paul Schrader, Hardcore et Autofocus, à l'occasion de la sortie en salle de son dernier film The Canyon. Avec nous aujourd'hui, on a Jet Tricado. Salut. Scalp. Salut. Alegas. Salut. Et moi-même Logan. Mais comme d'habitude, on commence par les sorties Blu-ray et DVD de la semaine, et cette fois-ci on commence par une série, Malcolm, qui voit sa saison 1 sortir enfin en DVD. C'est Alegas qui va nous en parler. Ouais, donc alors Malcolm en DVD, c'est un truc qu'on attendait depuis des années. Pour donner un petit peu, pour situer un peu le truc, Malcolm c'est une petite sitcom rigolote qui passait sur M6 il y a encore quelques années, et c'est vraiment un truc, je pense, qui a marqué une ou deux générations parmi ceux qui regardaient à l'époque. Enfin vraiment, c'était un truc, c'était à se pisser dessus par moment. Ça valait surtout pour son casting en fait. Les gamins étaient formidables, et on avait parmi le casting Bryan Cranston notamment, qui trouvait là son premier vrai grand rôle marquant en fait, dans le rôle du père de famille vraiment déjanté. Donc alors là vraiment c'est un gros événement que cette sortie DVD, parce que c'est un truc qu'on a attendu depuis super longtemps. Alors oui, il existait des DVD notamment en Angleterre et aux États-Unis, mais aucun ne proposait la VF. Que moi je considère vraiment comme culte. Pour moi, c'est juste pas possible de regarder cette série en VO. Du coup, pour des obscures questions de droits musicaux, en fait, en gros, la Fox avait payé les droits musicaux pour la diffusion télé, mais pas pour l'exploitation vidéo, et avait pas envie de les repayer. Donc voilà, à cause de ça, on n'a jamais pu avoir les DVD de la série jusque-là. Et finalement, c'est un petit éditeur qui s'appelle Shawshank Films qui, après des années, nous sort cette saison 1 en fait, avec la promesse de sortir les prochaines saisons, parce que déjà faut savoir que la saison 2 elle est d'ores et déjà prévue, hein. La saison 1 là c'est déjà un succès, c'est dans le top 100 Amazon, enfin ça a vraiment déjà un joli petit score de vente, et la saison 2 elle est d'ores et déjà prévue, elle sera apparemment en exclusivité Fnac pendant quelques semaines avant d'être dispo dans les autres boutiques. Et vu comme c'est parti, Shawshank Film parle déjà de sortir à peu près une saison tous les 5-6 mois. Donc je pense qu'on peut déjà parier sur un intégral d'ici 2016. Donc alors pour parler vite fait du coffret, c'est vraiment de l'excellent boulot, hein, c'est vraiment de la très bonne qualité. Il y a juste un truc qui a fait un peu parler de lui sur le net, c'est le recadrage de la série, parce que forcément à la télé c'était diffusé en 4/3, mais il faut savoir que la série à l'origine elle a été tournée en 16/9. Et du coup là, drôle de choix quand même que Shawshank Film décide de pas donner le choix en fait aux spectateurs. Là on glisse le DVD et on a forcément le format 16/9, et du coup on a quand même quelques trucs bizarres. C'est notamment genre des micros qui sont dans le plan, ou des personnes de l'équipe qu'on voit vite fait. Enfin il y a rien de vraiment très grave, hein, mais c'est juste quelques petits trucs comme ça. C'est un peu étrange quand même comme choix éditorial, mais à la limite pourquoi pas. Enfin voilà, après le truc c'est que le DVD est tellement de bonne qualité que ça se pardonne aisément, et puis voilà quoi, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis super longtemps, et clairement je recommande quoi. Après il y a juste en effet le prix, 30 € pour une saison d'une série qui est quand même pas toute jeune. Ça peut faire rager un peu, mais bon, l'attente était là, donc à la limite je me dis que ça mérite quand même, ça mérite quelque chose quoi. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. On va maintenant passer au coffret intégral de la saga de la guerre des yokai qui sort chez HK DVD. C'est Jet qui va nous en parler. Je m'en faisais le constat depuis quelques sorties. HK Vidéo reprend lentement mais sûrement du poil de la bête, puisqu'après avoir offert un Blu-ray honnête d'un vieux Jackie Chan avec Twin Dragons et un inédit récent de choix avec le mystère des balles fantômes, il continue sur sa lancée en osant sortir un coffret d'une saga pourtant très peu vendeuse d'un point de vue commercial, à la fois sur support Blu-ray et DVD. La guerre des yokai, c'est quoi ? C'est une trilogie tournée entre 1968 et 1969, produite par la Daiei, qui met en scène des monstres, les fameux yokai du titre, issus du folklore japonais, qui vivent au bord de la société, mais sans la moindre hostilité envers les hommes.
Ils sont montrés comme des anges gardiens de la Terre, puisqu'ils ne sortent de leur cachette que lorsque leurs intérêts sont en danger. Quelque part, on peut considérer la saga comme une réponse japonaise aux comics, où les super-héros ne seraient pas des hommes masqués, mais des nains avec une grosse tête ovale, des hommes tortues ou même des paracyclopes et unijambistes qui tirent la langue. Alors, ça s'invente pas, mais c'est ça qui plaît. C'est que la notion... Parapluie cyclope. Ouais, un paracyclope. Et c'est ça qui me fait marrer, c'est que la notion de bizarre et de grand public n'a pas du tout la même valeur au Japon, quoi. T'essayes de mettre le bestiaire des yokai dans un film grand public occidental. Par exemple, c'est ce que Miike essaiera de faire dans son reboot dont je parlerai un peu plus tard. Les gamins, ils vont flipper, quoi. C'est vraiment un truc assez glauque par moment. Donc les 3 films originaux se construisent donc sur des intrigues de Jidaikeki, des films en costume, mettant d'abord les humains au centre du récit avant de faire intervenir les yokai qui vont se charger de remettre les choses en ordre. Le premier truc qui frappe l'esprit, c'est l'exceptionnelle qualité des effets spéciaux qui certes ne parviennent jamais à cacher les limites technologiques de son époque, restent étonnamment crédibles, surtout comparé à ce qui pouvait se faire ailleurs. Notamment les trucages optiques amplifiés par une photographie de premier ordre, qui est le gros point fort du cinéma japonais des années 60. On le rappellera jamais assez. Mais cela est pas étonnant puisqu'il y a un spécialiste des effets spéciaux qui est derrière la caméra. On sent dès lors l'œuvre de bricoleur bien maîtrisée. Après, le truc, c'est que la saga reste prisonnière du syndrome Kaiju-Ega, c'est-à-dire que on est toujours un peu mis à distance par l'aspect comédien sous le costume, sans pour autant gâcher les intentions de départ, puisque les yokai restent des monstres positifs, parfois drôles, donc l'aspect nanar involontaire de leur présence est en somme assez appréciable, mais coupera toute envie, je pense, aux néophytes de se plonger dans la découverte. Et c'est là que le reboot réalisé par Takashi Miike prend tout son intérêt. Réalisé en 2005, il s'agit de sa première grosse machine de studio et du film qui va annoncer son attirance à vouloir remettre sur le devant de la scène tout un pan du cinéma de l'âge d'or japonais. En effet, les intentions de ce reboot sont plus que louables, puisque sous couvert de fêter les 60 ans de la firme Kadokawa, The Great Yokai War avait pour ambition à la fois de rendre un vrai hommage à la saga d'origine, tout en la modernisant et en l'ouvrant à un plus grand public, mais surtout en profitant d'un avantage de taille pour ce genre de projet, c'est avoir le meilleur des technologies pour créer un univers encore plus vivant et crédible. Et en effet, de ce point de vue-là, on n'est pas lésé parce que Miike nous en donne pour notre argent. Les créatures, elles sont nombreuses et toutes différentes. Les effets spéciaux sont irréprochables. Et même les CGI un peu datés donnent un cachet vraiment très drôle au film. Et enfin, la direction artistique façon manga life kitsch est très cohérente. Pourtant, le film est loin d'être sans défaut, parce qu'à trop vouloir courir derrière trop d'ambition, d'un côté pour Miike, de vouloir poser ses thèmes habituels, notamment son obsession de la famille, ou ses délires comiques, puisque l'homme tortue devient une vraie usine à vannes, et l'ensemble s'avère assez inconstant, et de l'autre côté, à vouloir trop en donner justement aux spectateurs dans l'action et dans les apparitions du yokai, beaucoup de monstres cultes se limitent juste à de la figuration, et au final on n'en retient qu'une poignée. Pire, le choix de donner le rôle principal à un enfant annule à mon sens ce qui fait la force de la saga, c'est-à-dire prendre les monstres les plus repoussants qui soient et en faire finalement les héros de l'histoire. Et là, on tombe malheureusement dans une sempiternelle histoire d'élus qui tombe à plat. Pour autant, The Great Yokai War, je trouve pas que ce soit un mauvais film, Miike restant l'un des cinéastes les plus habiles, quelles que soient ses conditions de tournage, qui gère aussi bien un micro-budget tourné en DV qu'un immense blockbuster. Du coup, je regrette juste que ça n'ait pas donné suite à une nouvelle trilogie, car il y avait vraiment de quoi creuser cet univers sur plusieurs films. Pour conclure, j'ajouterais juste que le livret présent dans le coffret est un petit peu trop succinct à mon goût, même si l'analyse croisée d'un cinéphile et d'un historien qui replace chacun la saga dans un contexte différent est intéressante. Et également, je trouve dommage que les opus 2 et 3 de la saga originale n'aient pas eu le droit à un transfert HD. Parce que bon, si déjà on propose le film original, la version de Miike en Blu-ray, faut autant le faire pour les deux autres, quoi, même si les copies DVD sont magnifiques en l'état. Bref, c'est clairement pas conseillé à tout le monde. Le seul, à mon avis, je pense, qui aimerait, c'est Allegas. Du moins la version de Miike. Non, mais pourquoi tu rigoles? C'est vrai. Je pense qu'il aimerait bien. Après, pour les auditeurs, je pense qu'il faudra avoir surtout une profonde admiration pour le cinéma, le cinoche bis japonais, et même pour la culture japonaise plus globalement pour être séduit. Bien que les 4 films sont tous très perfectibles, surtout le deuxième épisode qui est bien foutage de gueule, quoi. Parce que les yokai, ils apparaissent à tout casser 10 minutes sur 1h20 de film, quoi. Donc c'est assez chiant.
Donc voilà, le Great Yokai War, c'est pour public averti. Eh ben, tu m'as pas donné du tout envie. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus et on va maintenant passer à la saison 6 de Mad Men qui sort en Blu-ray. Pour mémoire, c'est une série donc de Matt Weiner qui avait travaillé notamment beaucoup sur les dernières saisons des Sopranos. Il avait été producteur et scénariste à partir de la saison 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il s'était vu offrir donc ce projet par AMC, qui était donc la chaîne encore, qui est la chaîne de Breaking Bad, de The Walking Dead et compagnie, mais qui à l'époque était beaucoup moins connu. Et c'était vraiment son premier gros projet avec la série Rubicon, qui a eu qu'une saison, hélas. La série suit des publicitaires dans les années 60. Bon, à savoir que c'est un peu plus compliqué que ça et que il y a toute une dramaturgie au niveau de plusieurs personnages qui se dessinent au fil des saisons. Je veux dire, c'est pas des épisodes seuls qui se concentrent sur une intrigue et qui te montrent comment des mecs arrivent à vendre des produits. Il y a de ça, mais c'est pas que ça, et heureusement. Moi, j'ai eu un rapport plutôt bizarre donc à la série au début parce que j'ai fait un rejet total. J'ai dû mettre au moins 3-4 fois vraiment m'y mettre. À chaque fois, j'arrivais pas à dépasser le 5e ou 6e épisode de la saison 1. À chaque fois, je trouvais ça très lent. Déjà, j'aimais pas du tout les Sopranos, donc je voyais Matthew Weiner, je sais pas, je faisais un rejet intégral. Au final, c'est un de mes drama préféré en activité. C'est vraiment une série qui est vraiment intéressante si on a une espèce de passion pour les années 60 et tout ça. C'est vraiment très bien retranscrit, mais la série analyse vraiment les mœurs de l'époque à travers, assez intelligemment à travers plusieurs événements. Par exemple, on voit la mort de Martin Luther King, on voit également la mort de Kennedy. Enfin, il y a plusieurs grands épisodes comme ça de l'histoire qui rejoint la fiction et du coup, c'est une série très intéressante et qui montre une période d'après-guerre et tout l'après-guerre rentre beaucoup dans la mentalité des personnages et notamment du personnage principal qui a toute une histoire beaucoup plus compliquée vis-à-vis de son passé qu'on découvre petit à petit. D'ailleurs, on voit le traitement des femmes, l'évolution des femmes, par exemple, à travers le personnage de Peggy qui est très intéressant, qui commence comme une espèce de secrétaire qui se fait objectiviser un petit peu par tout le monde et qui commence petit à petit à prendre son envol et son indépendance autant sociale que professionnelle. Après, même au niveau du monde du travail, c'est très intéressant l'analyse qu'on a de cet univers-là. Après, comme j'ai dit, il faut s'accrocher un petit peu parce que la première saison a tendance un peu à trop se prendre au sérieux et à faire un petit peu beaucoup trop de psychologie sur ces personnages. Après, la série perd un petit peu ça par la suite et c'est tant mieux et du coup laisse un peu plus ces personnages vivre. C'est le bon moment de la rattraper. La saison 7, qui est la dernière saison de la série, arrive le mois prochain. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. On va maintenant passer aux sorties western chez Artus Film avec Le Jour de la haine et Le Temps des vautours, et c'est Jet qui va nous en parler. Donc moi je vais commencer d'abord par le plus ancien des deux, Le Temps des vautours. Donc il s'agit d'un western qui a sa petite réputation parmi les puristes. Il est réalisé par Romolo Guerrieri, dont c'est le premier film que je découvre, et qui pour l'anecdote est l'oncle du petit maître de la série B, Enzo G. Castellari. J'ai été relativement déçu parce que j'en attendais pas mal. Gianni Garco se révélant pourtant un interprète de western idéal. J'avais pu m'en rendre compte dans les écoles de la violence dont j'avais parlé lors de sa sortie DVD au printemps dernier. Mais c'est surtout le scénario qui, pour ma part, manque singulièrement d'identité, quoi. En effet, celui-ci pioche des emprunts sans génie aux œuvres passées de Leone et même Duccio Cesari. De plus, le film est vendu comme une suite officieuse du Django de Corbucci. Or, il est bien difficile de trouver des rapports avec son aîné, ne serait-ce que par la prestance bien différente de Garco par rapport au légendaire Franco Nero, quoi. Comme je disais, le film emprunte, à mon sens, à beaucoup trop de western pour véritablement se laisser suivre. Entre le personnage de bandit mexicain joué par Claudio Camasso, qui est la copie conforme de l'Indien joué par John Maria Volonté dans les deux premiers films de la trilogie des Dollars de Léon. Un hasard qui n'en est pas un, puisque Camasso était dans la vie le petit frère de John Maria Volonté, ce qui explique la ressemblance physique frappante entre les deux hommes, et surtout la base du scénario qui rappelle Un pistolet pour Ringo, l'humour cynique en moins. Sans parler du climax, certes classique à l'image, mais dont la seule originalité sera de le placer dans les ruelles sinueuses d'un ghost town, en lieu et en place de la sempiternelle allée principale plus sérieuse d'un village. Guerrieri emballe ça de manière correcte, sans réel éclat, mais toujours avec métier. Les gunfights notamment sont bien faits, même si je reprocherais une inégalité rythmique qui coûte cher au film, m'ayant fait perdre à plusieurs reprises le fil de l'histoire. Dommage donc pour ce western qui s'annonçait pourtant comme le meilleur de cette nouvelle vague de l'éditeur Artus, malgré ces quelques idées qui sortent du lot, comme faire apparaître notamment la mer lors de la jolie scène d'ouverture. Ceci dit, il se rattrape largement sur les suppléments.
fort d'avoir garni jusque-là tous les films de la collection des interventions du passionné Kurt Riddell qui répond encore présent dans un module à part, Artus pousse le bouchon encore plus loin en renouant ainsi avec la belle époque de Neo Publishing, en allant jusqu'à interviewer pour les besoins du DVD Gianni Garco et Romolo Guerrieri, qui nous distillent avec précision nombre d'anecdotes de tournage et leurs pensées vis-à-vis de leur métier. Dieu sait que j'adore connaître les coulisses de ce cinéma révolu dont on sait jamais grand-chose en dehors des dires de ceux qui ont participé de près, et je trouve que 20 minutes avec de tels intervenants, c'est trop court, quoi. Donc voilà, moi le temps des vautours, c'est clairement pas celui que je vous recommanderais en particulier. Et donc je vais enchaîner sur l'autre film que j'ai en ma possession, Le Jour de la haine. Le Jour de la haine, il a été tourné la même année et avec quasiment la même troupe d'acteurs que Le Temps du vautour. Même si l'acteur espagnol Fernando Sancho a cette fois un temps de présence bien plus court, gratifiant d'une mort surprenante en headshot, bien gore pour l'époque. Ceci dit, le film est bien différent dans ses intentions, puisqu'après le récit bricolé à droite et à gauche du Temps des vautours, Le Jour de la haine joue davantage dans la catégorie du western à tendance mythologique, comme avait pu l'être le génial Retour de Ringo, que je recommande chaudement à tous ceux qui voudraient savoir ce que représente véritablement le western italien en termes de conception esthétique. Si Giovanni Fago n'a pas le talent d'un Duccio Tessari, il a néanmoins su employer convenablement les archétypes, en l'occurrence ceux d'Abel et Cain, les deux frères ennemis qui se disputeront jusqu'à la mort à travers les personnages de Gianni Garco et Claudio Camasso. Et c'est là le point fort du film, on sent que les deux comédiens ils sont mieux rodés dans leurs emplois respectifs. Garco il semble plus à l'aise avec l'image habituelle du héros de western, et Camasso se libère enfin de l'étiquette de Sujan Maria Volonté pour un rôle plus ambigu, arrivant à rendre leur relation suffisamment crédible, notamment dans la seconde moitié qui jouera sur la promiscuité entre les deux. Plus que les dialogues, c'est avant tout la structure en deux temps qui font du Jour de la haine un bon western relativement équilibré en termes de rythme, ainsi que la checklist de tous les bons ingrédients du genre, des éléments scéniques originaux, je pense au saloon qui est ici utilisé comme une étable, un usage du scope comme je l'aime en dépit du budget qui a pas dû être des plus élevés, et enfin un joli score baroque signé Nora Rolandi, qui de souvenir est la seule femme qui ait jamais composé pour le western italien, et on peut dire qu'elle a bien appris de l'école Morricone, même si certains morceaux sont directement repris du Temps des vautours. Je pense notamment celui du climax qui fait limite film d'horreur gothique. Concernant les suppléments, même programme que l'autre western. On a toujours Kurt Riddell qui donne ses impressions sur le film. Même si cette fois, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a l'impression que Scalp a pris possession de sa personne puisqu'il va s'amuser en fait à démonter le film dans les moindres détails pendant 5 bonnes minutes. Il nous référence ses incohérences, ses faux raccords comme une machine, mais pour final nous dire que le film il est quand même sympa, quoi. Donc c'est pas moi ça. Oui, mais c'est la fin qui me fait rire, c'est en gros le mec te démonte le film, au final il dit ouais il est quand même bien le film, tu vois. Non mais c'est surtout qu'il s'est fait payer par Artus Film et qu'il a dit à la fin ouais bon voilà. Merde. Ouais, bon, si on peut dire ce qu'il a quand même, il est très lucide sur le film, c'est de la merde, voilà. Bon bref, passons sur ce détail qui fera sourire les moins dupes, puisqu'il retrace également le parcours de Claudio Camasso, que je ne connaissais pas avant d'avoir vu ces deux westerns, et qui m'a tout l'air d'avoir une chouette filmo, même si celle-ci s'est interrompue de manière tragique. Camasso est également au cœur de l'autre documentaire où Gianni Garco raconte ses expériences passées avec lui, et notamment son caractère bipolaire qui lui coûtera la vie. En effet, au cours d'une dispute, il a tué un homme sous le coup de la colère avant d'être traqué par la police pendant des jours avant de se rendre lui-même aux autorités et de se donner la mort par pendaison dans sa cellule. Et là, par contre, c'est assez amusant de constater que les versions annoncées par Kurt Riddell et Gianni Garco se contredisent complètement, puisque le premier, il explique qu'en fait, il s'est suicidé avant d'avoir été jugé, alors que Garco, lui, maintient qu'il s'est suicidé après avoir entendu le verdict. Donc également interviewé, le prolifique scénariste Ernesto Gastaldi ne tarit pas d'infos en tout genre à la fois sur les dures conditions de son métier, puisqu'il explique notamment comment s'amorcent les scripts en Italie, fait un bref descriptif de ce qui compose le western local et se permet de balancer pas mal sur ses compères. Bref, c'est pas pour rien qu'il reste un des plus intéressants à écouter sur le sujet, car il est toujours lucide sur son travail, sans pour autant tomber dans l'amertume. Je pense notamment à un gars comme Dardano Sacchetti, qui est un grand staccanoviste italien d'écriture, et qui lui, en général, est beaucoup plus cru dans ses interviews. Donc voilà, c'est encore un bonus de qualité qui donne une valeur ajoutée non négligeable à ces petites sorties. Donc moi, je remercie encore Artus de faire le boulot comme il faut. Surtout en ces moments-là où les Français osent pratiquement plus rien sortir en cinéma bis. Donc voilà, si vous avez compris tout ce que disait Jet pendant sa chronique et que vous connaissez tout le monde, ce film est fait pour vous. Sinon, à mon avis, vous pouvez passer votre chemin.
Et on va maintenant passer à Mary Poppins qui sort chez Disney et c'est Allegas qui va nous en parler. Quel salaud. C'est vraiment d'enfoiré. Donc Mary Poppins, c'était le film dont j'étais le seul à attendre la sortie Blu-ray. Pourquoi ? Parce que moi c'est un film qui me restait pas mal en tête. C'est l'une des rares comédies musicales live produites par Walt Disney. Et du coup là on a une sortie quand même bien stratégique parce que voilà ça sort évidemment le même jour que le film dont on va parler tout à l'heure dans l'ombre de Marie. Donc sortie opportuniste s'il en est, hein, et fait finalement pour un film qui est quand même assez emblématique du studio. Donc alors en ce qui concerne le film, moi pour l'avoir revu, je le revois un peu à la baisse. Enfin, j'en gardais un souvenir quand même assez idéalisé. Le truc c'est que pour moi dans mes souvenirs, c'était vraiment une pure comédie musicale façon années 50. Et en fait, c'est pas trop ça. C'est que en fait, le film il est clairement divisé en deux parties. C'est qu'il y en a une toute première qui est une lièvre à mort, pure Disney, avec partie animation et tout à gogo. Enfin, c'est vraiment du niais pour le coup, et ça sert pas à grand chose en plus scénaristiquement. Donc vraiment cette première partie, j'ai un peu halluciné parce que j'en gardais vraiment pas de souvenir là. Par contre, heureusement, ça se rattrape sur une deuxième partie qui est peut-être plus tragique, qui du coup se distingue. On abandonne en fait un peu les enfants dans le récit et on se concentre un peu plus sur le père de famille qui est clairement à mes yeux le personnage le plus intéressant du film. Sinon, c'est un film qui est quand même que je trouve maintenant. Hein, je suis divisé un petit peu. Hein, autant c'est un excellent film sur la fin, autant la première c'est du Disney pur jus et qui sert pas à grand chose. Pour revenir sur la qualité du Blu-ray, je surprendrai personne parce que bon, Disney avec les films de leur catalogue, ils font dans 99% des cas un excellent travail, et là évidemment c'est toujours le cas. Alors à la limite on va dire que c'est peut-être même un peu trop parce que du coup il y a des incrustations. Alors faut savoir que Mary Poppins c'est un des premiers films grand public qui a popularisé le mélange du film live et du cinéma d'animation. Et là, autant un film comme Roger Rabbit, qui est déjà un peu plus récent, ça passe en Blu-ray. Autant là, faut avouer que les incrustations, c'est quand même un peu moche par moment, et pas que les parties dessins animés, même les trucs un peu plus un peu plus sur les effets visuels dans les parties live, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus réussi. Donc voilà, après ça n'empêche que le Blu-ray est de qualité, donc pour ceux qui aiment toujours le film, y a pas de souci, on peut se jeter dessus. Ok, bon, on va s'arrêter là-dessus pour les sorties Blu-ray et DVD de la semaine. On va maintenant passer aux sorties cinéma et on commence avec Monument Men et c'est Scalp qui va nous en parler. Lieutenant, you're not going to have the equipment, you're not going to have the manpower. I think that went well. The Nazis are on the run, they're taking everything with them. So we have to get as close to the front as we can. I'm interested in what you saw there. Thousands of pieces. They would photograph the art, then take to Hitler. We're gonna have to jump ahead of the Third Army and get into Germany. How can I help you steal our stolen art? You can wipe out an entire generation, you can burn their homes to the ground, and somehow they'll still find their way back. But if you destroy their history, you destroy their achievements, then it's as if they never existed. That's what Hitler wants. That is exactly what we're fighting for. Alors, Monument Men de Georges J'ai sauvé le Darfour, Clooney. Oh non. Ça commence bien. Non, mais elle partait bien sa carrière pourtant, et il a fait quelques bons films en tant qu'acteur. Son premier film, Confession d'un homme dangereux, c'est plutôt sympa. Mais là, on touche le fond. Enfin, je vois pas comment il pourra faire pire. Donc, Monument Men. Pourtant, ça part d'une bonne idée. À savoir, un commando ou un groupe de scientifiques, enfin voilà, de gars pas bien intelligents, qui vont vouloir sauver les œuvres d'art pendant la défaite allemande parce que les Allemands veulent les détruire. Donc là, quand t'as le pitch, tu te dis, on peut avoir, vu que c'est Clooney, on peut avoir un truc un peu niais à la Ocean Eleven, à la cool, mais pourquoi pas sous une ambiance Deuxième Guerre mondiale, ça pourrait le faire. Après, tu te dis, tu peux peut-être avoir un truc cool à la Kelly's Heroes, avec Clint Eastwood, avec des bras cassés qui partent en mission. Tu dis, ouais, ça pourrait le faire aussi, ou alors tu peux avoir un truc sérieux, vu que c'est la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Au final, t'as strictement rien du tout. Le film n'a aucune construction scénaristique, c'est-à-dire que pendant 3 minutes, tu te dis que tu vas voir un film de commando. On nous présente vaguement les personnages, donc tous aussi inintéressants que les uns que les autres.
avec La Palme au duo Goodman Dujardin. Donc voilà, je vous dis au début, on nous dit que ça va être un film de commando, on nous les présente, et finalement non. Finalement, ça va pas être un film de commando. Les gars arrivent sur place, et puis rien. Mais rien. Ils vont parler. Alors ils vont parler, ils vont un peu se promener, ils vont aller dans une église, ils vont se séparer aussi. Du coup, tout le monde part un peu de son côté. Donc t'as Goodman qui fait équipe avec Dujardin pour aller, on sait pas faire trop quoi. T'as Bill Murray et son copain qui sont là pour faire des blagues, mais on sait pas trop non plus à quoi ça sert. George Clooney il donne un peu des ordres en disant que, avec une phrase qui va revenir environ 72 000 fois, qu'une œuvre d'art ne vaut pas plus qu'une vie humaine. C'est dit avec tellement de sérieux que ça saoule, et à la fin, il y a George Clooney qui fait un discours devant le président. C'est tellement prétentieux que t'as envie qu'une chose, c'est qu'il fasse plus de films, quoi. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça dure 2 heures, 2 longues heures. T'attends vaguement de voir quelque chose à l'écran. C'est-à-dire que, en fait, j'ai rien à dire parce qu'il se passe rien pendant ce putain de film. C'est des gens qui parlent sur des œuvres d'art. Mais le pire, il exagère pas. C'est vraiment ça. Il se passe, mais vraiment rien. À la fin, George Clooney s'est dit bon, c'est la fin du film. Il faudrait quand même un climax de 2 minutes dans une grotte. Et c'est tout. Enfin, il y a des Allemands, mais il n'y a pas d'Allemands. Il y a des œuvres d'art, mais il n'y a pas d'œuvres d'art. C'est une énigme, ce film. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Et il a fait un film de vacances, en fait. Je sais pas, il a filmé ses potes. Ils s'étaient contents. Ils étaient tous déguisés en soldats. Ils ont bien dû manger, je pense. Voilà, ils ont passé un bon moment, mais le spectateur, il passe pas un bon moment parce qu'il se fait chier, parce ça raconte rien. Alors, on va dire que j'ai souvent tendance à exagérer les films, que j'aime rien. Mais celui-là, franchement, je vois pas, même une personne qui serait bon public, je vois pas ce qu'il pourrait trouver à ce film. Il y a strictement rien à sauver. Mais vraiment, rien du tout. Mais rien de chez rien. Là, moi, j'ai vu mon pire film de l'année. Je verrai pas pire. Non, mais c'est le néant, ce film. Il y a vraiment rien. Tu te demandes comment. En plus, les 5 dernières minutes ont tellement un côté prétentieux que t'as envie de l'insulter, quoi. Mais vas-y, va sauver tes petits Africains au Darfour, va vendre ton Nescafé. Mais arrête le cinéma, merde, arrête, parce que ça rime à rien, tu sais pas faire. Non, mais là, le pire, c'est que t'as absolument raison sur toute la ligne, mais moi, je serais encore plus méchant, c'est que maintenant, ça commence à bien faire, quoi. Clooney, ça fait 10, maintenant même 15 ans que sa carrière, elle dégringole, parce que le gars veut toujours donner des leçons, il veut toujours se montrer ses ambitions politiques, ou alors, toujours insister pour être avec ses potes. Là, ce film-là, c'est le comble du comble, c'est-à-dire, je vais jouer avec mes potes, je vais faire mes délires à moi, et peu importe si vous aimez pas le public, allez vous faire foutre, je suis George Clooney, je fais ce que je veux, et voilà, si vous êtes pas content, voilà, vous vous démerdez. Et c'est exactement ça pendant 1h50, t'es comme ça, t'es en train de te dire, je suis spectateur, je veux voir un film, surtout quand c'est vendu comme un pseudo-hommage au film de l'or pour les braves, tu te dis, tu veux un truc un peu cool, qui te fait passer un bon moment, tu passes même pas un bon moment. Ce film-là, c'est une arnaque. C'est une réelle arnaque. C'est pas une comédie. C'est pas un film de commando. Il y a aucune construction scénaristique. C'est juste des successions de scénettes, quoi. Ça, il faut bien s'en rendre compte. T'as Bill Murray et le petit chauve qui vont discuter avec des gens. Pareil, t'as Goodman et Dujardin qui vont se planquer, qui vont qui vont se faire poursuivre par des Allemands. Et c'est tout. Mais il y a pas d'histoire. Il y a vraiment rien du tout dans le film. C'est vraiment affligeant. Et pareil, là, à la fin, voilà, le discours de Clooney, c'est bon. Le mec, t'as envie de lui donner l'Oscar, c'est bon. Joue dans ton prochain film, il va jouer le président des États-Unis, quoi. Il est prêt pour ça, quoi. Pour moi, ce n'est pas du cinéma. C'est des mecs qui se regardent jouer, c'est du cinéma amateur, quoi. Franchement, à nous quatre, on pourrait faire un meilleur film que Monument Men, quoi. Rien qu'en improvisant, c'est affligeant, quoi. Moi, ça m'afflige, ça m'atterre. Ah non, mais franchement, pour que je sois énervé contre un film, faut y aller. Mais alors là, déjà que j'en ai marre, que ça fait des années qu'on lèche le cul de George Clooney. Ah là là, le sauveur du monde. Ah, il aime pas les bouchistes. Voilà. Ça c'est le syndrome de l'acteur que je déteste. Sean Penn, pour moi, il est dans la même catégorie. C'est exactement ça. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est comme ça. Et malheureusement, ça se ressent de plus en plus dans leur choix de carrière. Et voilà, malheureusement, voilà, Monument Men, pour moi, il a touché le fond. Et il s'en prend plein la gueule et c'est mérité. On va maintenant passer à la suite de 300 et c'est Allegas qui va nous en parler. Today we will dance across the backs of dead Greeks. You're no god. You're just a man. Choose your glory!
We chose to die on our feet rather than live on our knees. Bon, alors la suite de 300, c'est un projet qu'on entend parler depuis un sacré moment, parce que faut savoir que je crois que c'était 2 ou 3 ans après la sortie du film de Snyder, on entendait déjà parler d'une sorte de suite spin-off qui aurait dû se concentrer sur Xerxes et qui aurait dû s'appeler Xerxes justement. Et au final, le projet, alors il a non seulement il a mis super longtemps à se faire, mais en plus il a changé totalement de direction. La faute à Frank Miller qui en gros a balancé à Warner que il avait des écrits pour une possible suite de 300 et qu'il voulait pas encore la sortir en roman graphique et que du coup il s'était dit que ça pourrait faire la base d'un nouveau film. Du coup Snyder s'occupe du projet en tant que producteur et chapeauté par la Warner et file le projet à un mec qui est issu de la publicité qui s'appelle Noam Muro. Et du coup voilà, 300 la naissance d'un empire sort quasiment 7 ou 8 ans après le premier film et ça fait un peu mal aux yeux. Alors pourquoi déjà moi je tiens à le dire, 300 j'aime bien, je l'ai revu pour l'occasion du coup le film de Snyder, c'est un film que j'aime bien, c'est pas dénué de défauts quoi que ce soit, mais en tant que divertissement, en tant que pure série B, ça marche vraiment bien, c'est bourrin et tout, enfin c'est vraiment efficace. Mais là la naissance d'un empire c'est juste pas possible. Alors pourquoi parce que globalement le truc c'est que 300 c'est évidemment un film qui est imprégné du style de Zack Snyder, avec du style très pompier visuellement. Et là en gros Noam Muro quand il fait le film, je crois qu'il s'est dit je peux pas faire autre chose que du Zack Snyder, parce que de toute façon c'est ce qu'on attend de moi, la suite de 300. Si je fous pas des ralentis, si je fous pas du sang numérique, si je fous pas tout ce qu'il y avait dans le premier film, on va me gueuler dessus et on va dire que je fais du mauvais boulot. Et le problème c'est que il fait du Zack Snyder, mais il le singe en fait. Il le singe au point d'utiliser tous les gimmicks de mise en scène et de les utiliser à outrance. Alors il y a un truc qui résume très bien. Dans les 10 premières minutes de 300 la naissance d'un empire, il y a un moment, il y a un mec, il est en train de planter un clou dans du bois et c'est fait en slow motion, genre un gros ralenti comme s'il était en train de porter le coup de grâce sur un ennemi. Enfin voilà, c'est quel intérêt de voir un clou s'enfoncer dans du bois en slow motion. Là et donc ouais, tout le film il est comme ça et c'est juste c'est rapidement insupportable en fait. C'est con parce que le script en plus il raconte des trucs assez intéressants parce que du coup ça se base évidemment toujours sur la mythologie et sur les batailles qu'il y a eu à ce moment-là, et en gros c'est même pas une suite, c'est que c'est à la fois un film qui se déroule un petit peu avant 300, qui se déroule surtout pendant l'action de 300 mais à un autre endroit sur une autre bataille, et qui se déroule ensuite un peu après. Enfin du coup c'est un film qui reprend intégralement les actes du premier film, mais c'est là aussi le problème, c'est que ça tombe dans le piège de vouloir faire des clins d'œil, de faire des trucs du style oh regardez tout est lié, tout a été pensé depuis le début, et il y a un truc assez symptomatique qui le montre bien, c'est que le personnage du messager perse qui se faisait tuer par Léonidas dans le premier film avec le fameux Tissi Sparta, en gros c'était un personnage, c'était même pas un personnage secondaire, c'était le mec, il avait 3 lignes de dialogue et il était là, c'était juste un personnage fonction, et là on lui donne une importance scénaristique. En gros c'est le mec qui a découvert la nana qui sera la future Eva Green, et en gros voilà, sans lui il y aurait jamais eu la guerre avec Xerxes contre les Perses et tout. Enfin du coup il y a plein de personnages secondaires qui prennent une importance juste affolante, mais ça sert totalement à rien. Et on en vient à carrément revoir des scènes du premier opus mais vues par un autre personnage. Ça marche tout simplement pas en fait. C'est même assez ridicule. Quitte à faire une suite à 300, autant ne pas trop marcher sur les plates-bandes de Snyder, qu'on recopie le style visuel. C'est un truc, c'était totalement compréhensible et c'était ce qu'on attendait. Autant carrément reprendre des personnages, des lieux et tout, peut-être pas déconner quoi. Surtout que là vraiment la base du film c'est une bataille navale qui se déroule
qui se déroule en même temps que la bataille des Thermopyles de 300, ça a pas grand chose à voir, quoi. Finalement, les enjeux sont les mêmes, mais ça a pas grand chose à voir. Il n'y a pas besoin de montrer des scènes sous un angle différent. Enfin voilà. Je l'ai vu en 3D. Déjà le film il se passe presque quasiment entièrement de nuit. N'allez pas le voir en 3D parce que sinon vous verrez, c'est limite un écran noir que vous voyez, quoi. Donc c'est juste insupportable. Donc entre eux, la réalisation un peu moche, pas épique pour un sou, la musique qui en gros, c'est des tambours, de la musique façon Alzheimer des mauvais jours, et du sang numérique à gogo, mais là, ils ont réussi à faire du sang numérique encore pire que celui du premier film. Il y a pas grand chose à sauver. Il y a deux choses à sauver. C'est le duo d'acteurs. Le gars qui joue je sais plus qui, le héros, quoi, qui est plutôt pas mal. C'est pas Léonidas non plus, mais le gars, il gère bien niveau charisme et tout. Enfin, ça passe vraiment bien. Enfin, j'aime bien l'acteur, en tout cas. Et Eva Green. Alors, Eva Green, elle, si à un moment il y avait une raison pour voir 300 la naissance d'un empire, en fait ça serait pour Eva Green. Le personnage plus intéressant du film, une sorte une fausse Perse en fait, qui est en gros cruelle comme pas permis et tout, hyper méthodique, stratégique, et c'est vraiment une nana qui c'est montré ouvertement, hein, mais en gros elle fait l'amour comme elle fait la guerre comme elle fait l'amour, quoi. Enfin, c'est vraiment avec un plaisir limite orgasmique, et c'est un perso. Enfin, tu sens que Eva Green, elle a pris du plaisir à jouer le truc jusqu'au bout, quitte à surjouer à mort, mais voilà, on sent qu'elle se fait plaisir. Et voilà, c'est vraiment la seule chose à sauver de ce film assez infâme quand même. Jamais je le reverrai. J'ai passé un très très mauvais moment. Ça fait mal aux yeux, ça agace les oreilles, ça fait mal à la tête. Enfin voilà, c'est clairement pas un film que je recommande. Autant rester sur le premier opus, ou alors si on veut continuer dans le style de Snyder, autant regarder ses autres films. Mais là non, c'est pas possible. Et le pire, c'est que vu le succès là qui est en train de connaître la suite, on se tapera sûrement un troisième film pour boucler une sorte de trilogie, parce que de toute façon la naissance d'un empire finit en fait comme le premier film, c'est-à-dire en gros ça finit sur une bataille, et du coup rien n'empêche les producteurs de continuer avec un ultime film. Ok, bon, on va s'arrêter là-dessus, et on va maintenant passer à Véronica Mars, et c'est moi qui vais en parler. I know Logan has his qualities, but there's a darkness to that kid. There's just so much going on here right now. I just couldn't leave. Sure you could. Wait. Don't go. I'm on to something, Dad. It's big. Just the tip of the iceberg. Everyone is in the taking. Veronica, whatever you're doing, please be careful. What are you gonna do, just stand gun on me? Don't you think that's gotten a bit old? Original enough for ya? Ouais, donc Véronica Mars, pour mémoire, n'est pas sorti au cinéma, mais sorti directement en VOD chez Warner, et qui est sorti dans quelques salles, je crois, en Amérique, et également en VOD en même temps. Donc bon, c'est pas vraiment une sortie cinéma, mais bon, je voulais revenir un petit peu sur le film parce que j'étais, sans être un grand fan de la série originale, j'avais suivi avec un certain plaisir, surtout les deux premières saisons, qui étaient vraiment un modèle d'écriture au niveau des teen dramas qu'on n'avait pas vu depuis. Bon là, ça va rigoler, je le sens, Buffy contre les vampires. Oh, j'étais sûr que t'allais dire ça. Mais non, mais c'est... Ouais, donc pour mémoire, Véronica Mars, qui est un projet qui s'est fait assez vite, parce que c'est un projet qui avait été lancé juste l'année dernière sur Kickstarter, et qui avait rencontré un franc succès, puisque je crois qu'ils voulaient récolter 2 millions pour tester un petit peu, qui étaient motivés pour le projet, et au final ils en ont récolté plus de 6, je crois. Et du coup, ça pouvait faire un petit... Enfin, moi j'avais un petit peu peur, parce que je trouve qu'on a vu très vite la bande-annonce débarquer sur la toile, et très vite le film débarquer, même pas un an après la levée des fonds, et je crois qu'il y a eu le trailer même pas 4 ou 5 mois après. Donc bon, ça laisse un peu supposer qu'ils se sont pas trop foulés pour l'écriture, et là ça se ressent vachement, je trouve, quand on voit le film, parce que c'est vraiment un gros film fait pour les fans, et qui laissera complètement les autres de côté, quoi. Pour raconter un petit peu ce que c'est, Véronica Mars, c'est donc une fille de détective privé qui va au lycée, et qui décide de faire un petit peu comme papa, et de résoudre des crimes un petit peu au lycée. Ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais en vrai c'est beaucoup plus intelligent que ça. Non, c'est beaucoup plus intelligent que ça en a l'air. Et ça a le mérite, en plus, de traiter de fil rouge pendant toute la saison. Ça veut dire que c'est pas un cas par épisode, c'est vraiment une intrigue de meurtre qu'on suit pendant 22 épisodes, avec ses rebondissements, avec ses avancées, avec ses coupables qu'on ne voit pas forcément venir.
Et du coup, il y a un espèce de traitement du film noir qui est remis dans le contexte de la série adolescente qui est très intéressante et moi qui m'a vraiment passionné. On a des épisodes qui sont références à des films de Bogart, des épisodes qui sont références à des films de Lumet et compagnie. Et je trouve que la série est à ce niveau-là, moi, très bien écrite et Rob Thomas a vraiment fait un travail vraiment remarquable, en tout cas sur les 2 premières saisons. Après la 3e saison, ils ont été vers un côté un peu plus, parce qu'il faut savoir que les 2 premières saisons se passent au lycée et la 3e saison se décale complètement vers l'univers de la fac. Et du coup, ça perd un petit peu de son charme, je trouve. Mais bon, rien de très méchant. La saison 3 est pas mal. Mais ils ont voulu justement rendre la série plus grand public, ne pas faire un fil rouge sur toute la saison, mais 3 fils rouges disséminés sur 6-7 épisodes. Et du coup, je trouve que les scénaristes avaient moins le temps de planifier leur intrigue et de la développer. Et c'était un peu dommage. Pour revenir un petit peu sur le film, donc ça revient 10 ans après la fin de la série. On voit Véronica qui est prête à devenir avocate, mais qui doit revenir dans sa ville d'origine pour aider le personnage donc de Logan Echolls qui est accusé de meurtre, qui est son ancien love interest un petit peu. Et du coup, on va la suivre pour essayer de trouver qui est vraiment à l'origine du meurtre. Et en même temps, il y a une espèce de réunion de lycée qui fait que du coup, on peut ramener tous les personnages et faire revivre un petit peu le sel de la série pendant le temps de quelques scènes. Mais le gros problème, comme j'ai dit, c'est que c'est vraiment un film de fans. Ce qui était intéressant dans la série, c'était vraiment le côté intrigue policière. Et là, du coup, le côté intrigue policière, on le retrouve pas ici. C'est vraiment super light et c'est écrit, faut le dire, avec les pieds. Moi, je suis jamais rentré dedans, ça m'a pas du tout intéressé. Et le film souffre trop de petites scénettes que met en avant Rob Thomas pour faire vivre tous les personnages secondaires. Mais du coup, il y a un espèce de côté catalogue où il fait venir chaque personnage et puis on passe à un autre personnage et puis on passe à un autre personnage. Mais au bout d'un moment, t'as envie de faire stop, concentre-toi sur tes personnages principaux, fais vivre ton intrigue. Et voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de voir les 15 000 personnages de la série pour ça, quoi. Surtout que le film dure 1h40 et en 1h40, tu peux pas te permettre de faire vivre autant de personnages que sur une saison de 22 épisodes. Après, bon, j'ai retrouvé la série avec plaisir et au moins ça a le bon goût de clôturer vraiment l'univers, chose qu'avait pas fait la saison 3 en laissant un petit peu l'univers ouvert puisque la série s'était fait annuler au dernier moment, hélas. Après, à savoir que Rob Thomas a des prétentions de faire encore 2 autres suites, apparemment, suite au succès du film, puisque le film a très bien marché en VOD et a très bien marché en salle. Bon, c'est dans une petite combinaison de salles, mais dans la petite combinaison de salles dans laquelle elle est, le film a vraiment bien marché. Donc bon, il reconnaît lui-même ses erreurs, il reconnaît avoir un petit peu à demi-mot, avoir pas trop réussi le film et avoir fait un film de fan. Donc pourquoi pas, si ça a le mérite de relancer la franchise et de faire 2 films qui proposent vraiment quelque chose et qui vont au bout du concept policier, moi je dis pourquoi pas. Après, franchement, si vous avez jamais vu la série ou que vous étiez pas fan, passez votre tour, c'est clairement pas pour vous. Après, si vous avez suivi comme moi la série avec un certain plaisir, vous y trouverez sûrement votre compte sans être ébahi par la qualité du film parce que le film est franchement plus qu'oubliable. Donc voilà, pour mémoire, c'est sorti en VOD et chez Warner. Le prix est assez élevé, je trouve, ça fait un peu foutage de gueule. Je crois la copie de la VOD est à 16,99 €. Je trouve ça un peu abusé parce que c'est un support quand même qui est pas physique, donc je vois pas trop où est le coût en soi. C'est juste télécharger le fichier. Je trouve qu'ils auraient dû faire un prix un petit peu moins élevé, mais bon, après c'est que mon avis. Voilà, on va s'arrêter là-dessus et on va passer maintenant à Dans l'ombre de Marie et c'est Jet qui va en parler. Where did she come from? Mary Poppins and the Bankses. They're family to me. Mary Poppins was a real person? So it's not the children she comes to save. It's their father. It's your father. You don't know what she means to me. I won't disappoint you. I swear, every time a person walks into a movie house, they will rejoice. Don't you want to finish the story? The boys have come up with an idea. I think it's going to make you happy. You didn't bring me all the way here to tell me that. Oh, no. I had a wager. I couldn't get you on a ride. I just won $20. J'ai l'impression que ça sent la crise depuis quelques années, quoi. J'avais déjà poussé mon petit coup de gueule sur le gâchis de temps et d'argent que fut The Lone Ranger, qui mettait à nu tous les paradoxes de cette usine à fric détraquée. Ici, il est moins question de gâchis d'argent, puisque le film étant bien plus raisonnable budgétairement que cette fois que le manque d'idées, car la question que je me suis posée à la fin de la séance fut comment on a cru bon de financer un tel script, quoi. Faire un biopic, ça n'a rien de honte en soi, ça m'aurait même semblé logique d'en faire un, soit sur le patron de la
firme Disney, ou alors sur l'auteur de Mary Poppins. Après tout, hein, on fait bien des biopics sur n'importe qui en ce moment. Sauf que là, le film ne rentre pas véritablement dans cette catégorie. Je précise d'ailleurs que j'ai vu le film sans véritable information derrière, ni trailer, juste le pitch comme base, quoi. En réalité, on se retrouve devant un film de petit malin qui s'effondre de lui-même par ses partis pris. Puisqu'en s'attardant sur deux époques bien précises de la vie de l'auteur de Mary Poppins, on s'attend dès lors à un parallèle scénaristique où l'enfance ferait écho à sa vie d'adulte, sauf qu'en dehors d'un seul moment situé au centre du film où le procédé fait enfin sens, ce sera hélas jamais le cas, quoi. On regarde le film avec l'impression de voir deux récits complètement arythmiques se contredisant systématiquement, et pire empêchant l'intrigue la plus intéressante, donc la fameuse collaboration entre l'auteur de Mary Poppins et Walt Disney, de prendre vraiment forme. Pourtant, il y avait de quoi faire au minimum un sympathique film en restant dans un schéma de biopic classique et ne pas rester donc sur un seul moment de vie. C'est d'autant plus dommage parce que je trouve qu'Emma Thompson elle campe superbement bien cette anglaise un peu rustre, dont sa prestation a le mérite de pas tomber dans la caricature. D'ailleurs, d'après ce que je sais, son personnage dans la réalité était bien plus odieux que ça, quoi. Et amène donc ce qu'il faut de fragilité pour bien nous faire saisir le caractère complexe de son rôle, quoi. Moi, j'ai aimé cette femme dont son œuvre compte finalement plus que tout, qui refuse même pour des raisons alimentaires de devoir accepter de saccager ce qui est pour elle plus qu'un simple livre. Et on comprend que son comportement, c'est plus de l'exigence que de la réelle méchanceté. À l'inverse, j'en dirais pas autant de Tom Hanks qui fait Walt Disney aussi bien que mon cousin Maurice, de l'acteur studio dans toute sa splendeur, quoi. Idem pour tout le passage en France avec Colin Farrell en mode Charles Ingalls, ainsi que l'affreuse actrice aux lèvres de canard dont j'ai oublié le nom qui jouait la fiancée du héros de Lone Ranger. Donc en l'occurrence, on a... Non, objection, c'est celle qui joue dans Luther, elle est très bien. Ouais, bah, elle est horrible cette meuf. Elle est surtout déjà ça, mais surtout elle est nulle. Elle est nulle dans le film, quoi. Et donc en l'occurrence, on a un casting qui est pas du tout en phase avec le projet, détruisant le peu d'émotion qu'on est censé avoir devant le film, et quand en plus on sent qu'il a été volontairement étiré pour atteindre 2 heures, on s'emmerde royalement, quoi. Ben, c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a des scènes, elles sont juste là parce que Disney ils aiment pas faire des films trop courts, donc on meuble, et paf, on fait un film de 2 heures et finalement tu te rends compte qu'il y a minimum 40 minutes de scènes qui servent à rien. Au final, on se dit qu'il aurait peut-être mieux valu faire un bon documentaire, parce que c'est vrai que l'histoire en soi elle est pas, c'est les coulisses du cinéma en soi, c'est pas déplaisant. Mais voilà, quand on sait pas incarner des personnages, raconter les choses telles qu'elles se sont passées, quoi, franchement c'est vraiment décevant comme truc. Moi je le conseillerais même pas à des fans de Mary Poppins, quoi, ils vont se faire chier comme des rats morts. Non, mais c'est un film, ça me laisse sans voix, moi aussi, ça. Je comprends pas qu'on finance encore des trucs comme ça sans intérêt. Alors je vois arriver les gens dire oui mais vous aimez rien, vous êtes cynique, mais bordel, mais ça a rien à voir avec cynique, putain, sérieux. Mary Poppins, jamais, c'est récent, jamais ça. Le truc, c'est que ça pourrait être intéressant, mais alors là, tu sens quand même bien le fait divers, donc c'est-à-dire le fait que la nana qui a écrit Mary Poppins, elle exigeait plein de choses, et ils se sont dit, oh bah on va extrapoler vachement sur ça et dire qu'en fait, elle a écrit tout un bouquin sur son papa, blablabla, et on te sort exactement le gros flashback. Tout triste, tout mignon. Quand il compare à Charlie Ingalls, il est pas dans le faux. Hein. Il y a un petit côté Maison dans la prairie, de ce côté un peu visuellement c'est le bonheur, mais que après il y a un petit peu de malheur et tout qui arrive. Oh là là, il y a quelqu'un qui meurt. Enfin, c'est éloigné de la réalité, tout ce qui n'est pas passé. Et il paraît en plus, ouais, il paraît. Donc je vois pas trop l'intérêt. Le truc bien assez. Donc encore voilà, sans intérêt. Si vous avez 8 ans, même sinon, remarque, même si on a 8 ans, je vois pas un gamin qui va se faire chier comme un rat mort là-dedans. Ah bah oui, clairement. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus et on va maintenant passer à Oh I Live Now de Kevin MacDonald, et c'est Aligas qui va nous en parler. Girls, follow me. Wherever they take you, find a way to get back here. Promise me. You can't split us up. Come on, no! Daisy! We need to get away from here. I've got everything together. We're going home. Go! They're coming! Let her go! If the world doesn't end, if we can't get through this, I want to be home with you. And that's how I live now. Ouais,
Alors, How I Live Now, retitré Maintenant c'est ma vie en sous-titre en France, va savoir pourquoi. Alors, c'est un film, déjà, je tiens, avant même de parler du film, je tiens à parler de la distribution qui est juste catastrophique de ce film. Faut savoir que le film est sorti le 4 octobre dernier en Angleterre, donc en gros, un Blu-ray est déjà dispo sur le marché. Il y a le Blu-ray RIP qui traîne sur le net depuis plusieurs semaines. Le film sort en France et il ne sort que dans des salles parisiennes. Donc en gros, le message il est clair, hein, c'est que je crois que c'est UGC qui le distribue, et ils y croient tout simplement pas. Enfin, il y a même eu aucune promo, aucune affiche, aucune bande-annonce. Moi personnellement, j'ai rien vu. Le film, j'ai appris son existence sur le net et enfin voilà, c'est juste assez étonnant parce qu'en plus il y avait moyen, peut-être pas non plus le film ça aurait jamais été un succès, mais il y avait moyen d'avoir un certain public, clairement. Donc alors How I Live Now, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau film de Kevin MacDonald, qui est un réalisateur sans aller jusqu'à dire que c'est un grand réalisateur ou quoi que ce soit. Moi, c'est un mec que je suis quand même avec une certaine curiosité parce que c'est un gars qui derrière des films perfectibles arrive toujours à proposer des idées de cinéma qui sont vraiment intéressantes. C'est un gars en plus qui touche un peu à tout, que ce soit au documentaire ou au film de fiction. Et dans les deux formats, il me semble que j'avais chroniqué Marley en 2012 quand il était sorti. Enfin, dans les deux formats, il est vraiment intéressant comme mec. Il y a toujours une volonté de jamais jamais faire un seul genre de cinéma en fait. À chaque fois dans ses films, il y a un certain mélange des genres qui est vraiment très appréciable. Et même si c'est fait avec parfois avec des gros sabots ou parfois justement ça l'est pas assez, mine de rien c'est quand même assez intéressant à regarder. C'est quelqu'un qui tourne vraiment des films. Enfin, on n'en voit pas toutes les semaines, quoi. Même si je leur dis, hein, c'est clairement perfectible. Donc How I Live Now, c'est vraiment très sympa. Apparemment c'est adapté d'un bouquin qui a été un best-seller en Angleterre et qui est devenu une sorte de classique un peu pour les ados. C'est vendu un petit peu n'importe comment par la bande-annonce, à savoir en gros une amourette en temps de guerre, et c'est un peu plus que ça quand même. Enfin, c'est un peu plus extrême que ça. Alors en gros, pour résumer un peu le pitch, c'est une gamine américaine qui, dans un futur proche, alors le futur proche, en gros, ça fait clairement penser à celui des Fils de l'homme. Hein, c'est vraiment le monde qui est sans en dessous. En gros, pour donner une idée, le film, il y a eu une bombe atomique qui a explosé à Paris. Donc voilà, c'est pour donner un peu le truc. Et il y a une gamine américaine qui est envoyée en gros en Angleterre dans une famille chez ses cousins. Parce que son père veut la protéger, veut pas qu'elle reste aux États-Unis. Du coup, la gamine, au début, on pense qu'on va tomber sur un truc un peu adolescent parce que du coup, c'est super classique. Hein, c'est vraiment la gamine un peu refermée sur elle-même, un peu typée gothique et tout, et qui va se retrouver chez ses cousins en pleine campagne. Elle va pas avoir de connexion internet, elle va pas avoir de quoi recharger son portable. Et voilà, et peu à peu, au fil des minutes, elle va commencer à bien aimer ses cousins et tout. Enfin voilà, c'est au début ça paraît très classique, et puis au bout de 20-25 minutes de film, il y a une troisième guerre mondiale qui arrive d'un coup, comme ça. C'est l'Angleterre, il y a l'explosion d'une bombe atomique sur Londres. Il y a un ennemi qu'on ne verra quasiment jamais, dont on ne connaîtra jamais finalement la nationalité ou l'identité, un ennemi qui envahit l'Angleterre. Et en gros, on se retrouve vraiment dans un truc style Fils de l'homme avec des gamins qui doivent se débrouiller par eux-mêmes, qui se retrouvent séparés pendant que les cousins partent en camp d'entraînement. Les deux gamines, elles sont envoyées dans une famille d'accueil chez des militaires, enfin chez des familles de militaires. Enfin voilà, c'est pour donner un peu le ton du film, c'est clairement pas la joie. Hein, quand je leur dis, hein, mais quand je parle des Fils de l'homme, c'est pas pour rien. Il y a ce même ton très désespéré, très extrême, hein, quand on montre les choses. Le film, il fait pas de cadeau. Il y a du gamin tué, il y a du gamin qui tue des gens. Il y a du viol, il y a des exécutions. Enfin, il y a des montagnes de cadavres à un moment. Enfin, c'est vraiment assez. Je vais pas dire hardcore, hein, ça l'est pas, mais
pour un film qui est vendu un peu comme une sorte de petite amourette, parce que la gamine va tomber amoureuse d'un de ses cousins, enfin comme un truc qui est vendu une amourette adolescente. Attends. Oui, Attends. Oui, la gamine elle va tomber amoureuse d'un de ses cousins. Oui, et alors? Attends, t'as dit ils sont ch'tis ou ils sont... Non, ils sont anglais, mais je sais pas si ça revient au même. Ça se passe dans le nord de la France? Enfin bref. C'est de la famille Adjet. Donc enfin bref, vraiment le film il est assez intéressant pour ça. Enfin quand on s'attend, enfin moi je m'y attendais un petit peu parce que je savais que le film était assez surprenant. Enfin j'avais lu pas mal de critiques, mais clairement les adolescents qui s'attendent à un petit truc à l'eau de rose, ils vont être assez surpris parce que c'est quand même assez extrême par moment. Et à la limite le seul bémol en fait, vrai bémol que j'aurais sur le film, c'est le final qui est trop facile, trop explicatif. Et du coup totalement dénué d'émotion en fait, là où le film arrivait quand même à acquérir un petit quelque chose. Donc voilà, c'est clairement pas je leur dis, Kevin McDonald, c'est clairement pas un gars qui réalise des chefs-d'œuvre. Là encore, c'est un film qui est très perfectible, mais il y a une proposition de cinéma intéressante. Il y a l'actrice qui est géniale. Enfin, je vais pas redire son nom, c'est la gamine qui jouait dans Reviens-moi et qui jouait très récemment là dans The Grand Budapest Hotel, et qui est encore une fois qui est assez extraordinaire. Mais voilà, c'est vraiment un bon petit film que je conseille, même si ça sert à rien que je le conseille puisque de toute façon je pense que là il a déjà quasiment disparu des 3/4 des écrans dans lesquels il était projeté la semaine dernière. Donc voilà, c'est bête, mais à la limite là pourquoi pas se rattraper sur le Blu-ray. C'est vraiment, sans aller jusqu'à le conseiller à mort, c'est vraiment un bon petit film. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus et on va maintenant passer à Diplomatie et c'est moi qui vais en parler. Ainsi nous ne verrons plus ce dôme, nous ne verrons plus le Louvre ni la place de la Concorde. Nous ne verrons plus ces enfants jouer dans les parcs et les 2 tours de Notre-Dame. Tout doit disparaître pour toujours. Et vous n'avez aucun remords. Non. Mais quel homme êtes-vous donc? Ouais, donc Diplomatie, film de Volker Schandorf, qui a fait entre autres Le Tambour et Mort d'un commis voyageur. C'est un cinéaste qui était assez connu, je crois, dans les années 60-80. Je suis pas trop familier avec son œuvre, mais c'est qu'il y avait un chouette polar avec Woody Harrelson, Palmetto, je vous le conseille. Le Tambour, c'est le film avec le nain? Avec qui? Avec un nain. Oui, non, avec un enfant, je crois. Ça s'appelle un enfant aussi. Je crois bien que c'est un... Attends, ça, tu m'obliges à aller vérifier en direct. Si, il a joué dans le truc de Ridley Scott, les gens qui jouaient le rôle d'un lutin ou un truc comme ça. C'est pas un enfant nain? Non, c'est un enfant. C'est litigieux. Je sais pas si c'est un enfant. Mais d'ailleurs, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Les enfants nains, ils ont la taille de ce qu'ils seront quand ils sont adultes ou ils sont encore vraiment plus petits? Non mais c'est vrai, c'est une question à poser quand même. Non, il me semble que je crois passer à la stade de l'enfance, ils grandissent plus. Non, mais c'est un nain, hein. Il a joué dans Canicule aussi. T'es sûr que c'est un nain? Ah, c'est un nain. Je crois que c'est un enfant pour moi. C'est un doctorat en nain. Un doctorat en nain. Non, mais en fait... Mais non, ma gueule, c'est pas un nain, c'est un enfant. Il s'est marqué dans Non, le je te truc. jure, c'est un nain. Je te jure, c'est un enfant. Non, mais il a dû avoir une maladie, il peut pas grandir, il reste enfant. Non, par contre, c'est vrai qu'il a un truc comme ça, il a toujours en fait une tête de gamin, quoi. Par contre, je viens de voir des photos où il est adulte, il est pas nain du tout, hein. Il fait 1m55, voilà. Il fait 1m55. Ah, il est nain! Bah oui, j'avoue, 1m55. Mais c'est un enfant nain! Putain, mais il est con. On peut peut-être parler du film. Donc, ouais, Diplomatie, qui est adapté de la pièce du même nom, qui a déjà été jouée par le même casting. Donc, pour mémoire, c'était André Dussolier et Nissa Restrup. Qu'est-ce que ça raconte? Bah, ça raconte les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. On suit donc Nissa Restrup qui est en poste à Paris, qui joue un nazi, qui est un haut officier, qui a un petit peu la main basse sur Paris, et qui doit, alors que les Alliés arrivent bientôt dans la capitale, détruire complètement Paris. Ça veut dire ses monuments, ses ponts, et l'engloutir et tuer tous ses habitants. Donc on a André Dussolier qui va arriver, qui joue un Raoul Nordin, qui est un personnage qui a vraiment existé, qui était un consulat suédois et qui a pas mal œuvré en France pour libérer des prisonniers de guerre, et qui a donc joué un rôle très important dans l'histoire qui va suivre, puisqu'il a le temps d'une nuit dissuadé plus ou
moins Nick Aristrup de détruire Paris, même si c'est plus compliqué que ça au final. Après, est-ce que le film est réussi? Je serais tenté de dire non, parce que le gros problème, c'est que c'est donc adapté d'une pièce de théâtre et que ça se ressent beaucoup trop tout au long du film. Ça veut dire qu'on ne quitte jamais ou presque la pièce principale. Dans d'autres films, c'est quelque chose qu'on ne verrait pas au premier abord, mais là on le ressent tout le temps et qu'on fait tout pour pas quitter cette pièce, quoi. On voit assez vite le dispositif et par moments ça rend le film assez rébarbatif, je dois dire. Il y a des dialogues, à un moment on a l'impression de les avoir entendus 10 fois, quoi, sur la beauté de Paris, sur le fait qu'il faut pas détruire Paris, c'est pas bien, mais pourquoi, vous êtes un monstre, tout ça. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu lourdingue, j'ai trouvé, et le film a pas assez d'ampleur à ce niveau, il n'y a pas assez de dispositifs psychologiques ou d'histoires de fond à proposer, et ça vire assez vite, hélas, dans le film de suspense, en te montrant que le personnage de Nick Aristrup est ce qu'il est à cause d'un dispositif mis en place par les nazis vis-à-vis de sa famille et tout ça, sans trop en révéler. Et justement, c'est assez dommage de passer par ça pour humaniser le personnage, alors qu'on aurait peut-être plus gagné à faire une étude sur le mal et à montrer un nazi assez bête et méchant et justement déstructurer ça dans le film. Sauf que là, ça aurait dû être un peu manichéen quand même. Ça aurait été manichéen, mais je trouve que ça aurait été plus intéressant que ce qu'on est en train de te montrer là, quoi. Là, justement, on perd peut-être en manichéisme, mais on gagne un petit peu trop en bonté. Ça veut dire qu'on te montre deux personnages qui sont trop bons, quoi, à la base. Moi, je n'y crois pas. Le personnage de Nick Aristrup, je sais pas. Attends, je suis désolé de te couper. C'est un gentil nazi? Franchement, c'est un peu ça. À la fin, on le perçoit un petit peu comme un gentil nazi, et c'est un petit peu le problème. D'accord. Mais ça a été écrit par qui? Par Dorothée? Je sais pas. Et c'est un peu le problème du film, c'est qu'à la fin, justement, on essaye de te faire passer. Justement, moi, à la fin, je l'aimais bien, mais ça désamorce complètement tout le propos, parce que pendant la fin, on te montre justement qu'André Dussolier est peut-être le personnage pas méchant du film, mais le personnage le plus manipulateur, et c'est complètement désamorcé en te faisant un texte à la fin, en te montrant qu'en fait, la famille du nazi s'en est sortie, qu'en fait, ils sont devenus amis par la suite. Et après, je sais que c'est une histoire vraie, quoi. J'essaie pas de réécrire l'histoire, mais je sais pas, moi, j'ai trouvé que c'était trop gentillet, tout ça, trop, faut sauver Paris, Paris c'est la ville lumière, Paris c'est trop bien, vas-y, en fait, il est gentil, s'il est comme il est, c'est à cause d'Hitler, Raoul Nording, c'est un mec super, il était là il a manipulé tout le monde, enfin, je trouve que le film a pas grand chose à proposer, et au final, quand tu vois des films sur la résistance et sur le sujet film du même genre, c'est assez dommage de voir un film qui propose rien, quoi. Moi, c'est le problème que j'ai eu avec ce film. J'ai l'impression de voir ça dure 1h25, t'as l'impression que ça en dure 1h40, mais que c'est 1h40 de répétition, quoi. C'est un film qui ne propose absolument rien. Et que ce soit au niveau de ses prestations qui sont assez théâtrales, sa mise en scène qui est théâtrale au possible, les rares fois où ça essaye un petit peu de s'évader du cadre, ça fonctionne pas du tout. Il y a t'as deux pauvres scènes dans un tunnel où il y a deux coups de feu. Franchement, c'est un peu pitoyable. Et même les quelques rares incursions qu'on essaye de te faire passer vis-à-vis des Français qui auraient collaboré, je pense notamment au personnage de l'architecte, c'est jamais développé, quoi. Même à la fin, on essaye de le sauver, enfin, je sais pas, moi, c'est pas un mauvais film en soi, mais je sais pas, j'ai un problème avec ce film, je le trouve vraiment pas intéressant. Ah les gars, je sais que tu l'as un peu plus apprécié, je crois. Ouais, mais globalement, je suis du même avis que toi, c'est-à-dire que en gros, c'est un film qui est piégé par ce qu'il est, c'est-à-dire une adaptation d'une pièce de théâtre. Là où il y a des scénaristes, je pense notamment là le gars qui a écrit Killer Joe ou Osage County qui s'en sortent bien dans l'écriture pour faire en sorte que ce soit pas trop redondant, que ça fasse pas justement pas trop théâtral. Là, Diplomatie, c'est ça le problème, c'est que en fait t'as l'impression de voir un peu la pièce de théâtre transposée au ciné, au point que voilà, et comme tu dis, c'est pas les rares incursions à l'extérieur qui vont changer la donne, tant elles servent finalement pas à grand chose, quoi. Ça essaie en plus d'essayer de créer un faux suspense, de toute façon il peut pas y avoir de suspense dans ce film, hein. Tu sais très bien comment ça finit, donc tout l'intérêt était justement de jouer sur le duel verbal en fait entre les deux acteurs. À ce niveau-là, c'est pas trop mal réussi, ça vaut surtout en fait pour les prestations théâtrales certes, mais pas mauvaises pour autant. Moi Dussolier, c'est clairement
des acteurs français à l'heure actuelle, je trouve même, il récite son texte, mais il le fait tellement bien du coup que ça passe en fait. Moi j'aime bien Dussolier généralement, donc j'ai pas trop de soucis avec ça. Arestrup il est pas mal non plus. Enfin voilà, c'est non vraiment le duel d'acteurs est pas trop mal. Après c'est vrai que c'est pas spécialement palpitant quoi. C'est je sais pas ce que ça donne en pièce de théâtre, mais là le fait qu'en effet ça essaie de jouer sur une tension qui de toute façon n'existe pas, bah c'est un peu bête quoi. Et après comme tu dis, moi ça m'a moins gêné le fait d'humaniser le perso d'Arestrup. Enfin c'est de toute façon c'est pas le premier film. C'est de l'humanisation. Mais c'est de l'humanisation facile, c'est ça qui est dommage. Bah ouais, mais c'est pas, enfin c'est vrai que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais bon c'est pas le premier film à le faire. Bon, on sait bien que les soldats nazis étaient pas forcément tous ok avec Hitler sur la fin de la guerre ou quoi que ce soit. Enfin, je trouve même il y a un truc intéressant quand il dit que justement au début, je crois qu'à un moment il y a une ligne de dialogue où il dit que Hitler, il l'aurait suivi jusqu'à la mort au début, et puis que là il trouve que c'est un vieux fou et qu'il sait pas encore pourquoi il le suit. Enfin il y a des trucs intéressants, mais du coup c'est ce que je disais quoi. C'est le film étant ce qu'il est, c'est-à-dire une adaptation de pièce de théâtre, il est un peu piégé par ça, et du coup à la limite peut-être un truc plus libre, peut-être qui prend plus de liberté avec le matériau original, ça aurait peut-être été un peu plus appréciable, plus intéressant. Mais là en effet après là clairement c'est un film qui passe très bien lorsque tu le regardes. Après je le reverrai jamais celui-là, c'est évident. Et puis je le citerai pas plus tard quoi que ce soit. Non c'est le film qui passe bien à l'heure actuelle, mais sinon sans plus quoi. Ok, bon, on va maintenant passer au dernier film de la semaine, et c'est L'étrange couleur des larmes de ton corps, et c'est Allégas qui va en parler. Et biche, Ouais, alors celui-là, j'y suis allé un peu à tâtons quoi, parce que franchement, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais vu aucune bande-annonce du film, j'avais juste vu la très jolie affiche, et de ce que j'avais vu d'Amer, je l'ai pas vu en entier, hein, mais j'avais vu quelques extraits, mais du coup, je savais pas trop quoi en penser. Vraiment, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais juste que ça allait être une séance de cinéma pas comme les autres, et en effet c'est exactement ça. Alors L'étrange couleur des larmes de ton corps, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est en gros c'est Amer 2.0. Il y a des gens qui disent que c'est très différent, mais moi de toute façon de tout ce que j'en lis, des critiques d'Amer ou quoi que ce soit, la moindre critique d'Amer que je lis, j'ai l'impression que c'est une critique de L'étrange couleur des larmes de ton corps qui a été écrite quelques années avant. Et donc en gros, est-ce que je raconte l'histoire, ça va être dur parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris le film. C'est que au début on part d'un truc assez simple, c'est-à-dire c'est un mec qui revient d'un voyage d'affaires, et lorsqu'il revient, sa femme elle a disparu. Et à partir de là, on part dans un truc, mais alors super weird, genre en gros ça se passe dans, comment dire, ça se passe dans un immeuble. Un immeuble parisien, et en gros le moindre locataire est un peu spécial en fait. Enfin il y a des trucs, genre par exemple dès qu'il se rend compte que sa femme a disparu et que il l'attend depuis des heures, genre le mec va se retrouver au 7e étage à parler avec une vieille qui va lui raconter une histoire super étrange, comme quoi elle aussi son mari a disparu dans un plafond. Alors dit comme ça fait paraître court, mais en fait c'est un peu c'est un peu ce que j'ai bien aimé, l'un des rares aspects que j'ai bien aimé du film, c'est-à-dire que on part sur un script que là, si je le raconte, ça paraît juste totalement idiot et même surréaliste. Mais de cet aspect surréaliste, en fait, il en dégage quelque chose d'assez malsain. En fait, c'est il y a de ces séquences quand même qui sont assez étonnantes. Et c'est là je vais rejoindre aussi l'un des gros aspects du film, c'est au niveau de la réalisation. Alors Hélène Catay et Bruno Forzani, je pense que c'est des mecs qui ont un sacré avenir dans le cinéma. Ils ont une capacité à faire des plans inventifs et des plans de toute beauté, vraiment ils en font toutes les 10 secondes.
Vraiment, il y a des pures idées de mise en scène dans l'étrange couleur des larmes de ton corps. Le problème, c'est que c'est utilisé en fait un script qui est tout sauf linéaire. Et du coup, quand on devient, enfin, on sent que c'est un truc qui est facile à comprendre, mais la façon dont c'est raconté le rend du coup totalement compliqué, totalement incompréhensible. Et pour donner une idée, je suis même pas sûr de savoir comment se finit le film en fait. Donc voilà, et ça part dans des gros délires, genre à un moment, pour donner une idée, il y a un personnage qui va raconter un flic qui va raconter toute une anecdote sur une ancienne affaire à lui, et puis donc, du coup ça part sur un flashback où en gros on voit cette affaire, et 10 minutes plus tard, on revient à la réalité, et en fait on se rend compte que cette histoire qu'il a racontée, ça va servir à rien. Ou alors si ça sert à quelque chose, j'ai vraiment pas compris à quoi ça sert. J'ai l'impression que t'as pas compris grand-chose. J'ai pas compris grand-chose. Non, mais c'est super bizarre, hein, parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu sens que le script il est facile à comprendre. Enfin, je suis sûr, là on m'écrit la trame, enfin il y a pas de souci, ça tient en 3 lignes. Mais c'est juste ça part dans des délires. Il y a une utilisation du son que au début je trouvais intéressante parce que ça m'a rappelé pas mal l'utilisation du son que fait Gaspard Noé dans ses films. Sauf que là, en fait, autant Gaspard Noé l'utilise pour créer un mal-être, autant ici c'est créé pour, je crois que c'est fait pour rendre sourd le spectateur ou pour lui donner envie de quitter la salle de cinéma. Il y a un passage. Il y a un passage avec un interphone. En gros, c'est le mec il est en train de dormir et il y a l'interphone qui sonne et il va répondre à l'interphone. Et en gros, tu te rends compte, alors l'interphone, genre, il est super fort, genre vraiment dans la salle de cinéma, ils ont le volume, il est vraiment à fond. Le truc, le truc, il te perce les tympans. Et donc du coup, le mec va voir l'interphone. Et puis là, renouveau le bruit de l'interphone. Et en fait, tu te rends compte que le mec venait de rêver ça. Du coup, il se réveille et il va voir l'interphone. Et puis rebelote. En fait, c'était un rêve. Puis du coup, bruit de l'interphone, il se réveille. Et il y a ça, genre 6-7 fois. Ça c'est vrai que ça aussi dans la mer ils avaient souvent tendance à répéter plusieurs gimmicks de mise en scène, mais ça encore j'arrive à plus ou moins le comprendre parce que dans certains dialogues il y avait aussi une tendance à surexploiter beaucoup d'effets visuels, donc là-dessus ça me choque pas spécialement, mais là comme tu dis effectivement le scénario à mon avis il a l'air un petit peu trop chargé pour justement justifier une telle mise en scène quoi. Donc je pense que ça va peut-être bloquer de ce point de vue-là. Après ceci dit, moi j'ai vraiment adoré La Mer parce que c'est un film, je m'attendais justement à un film vachement chiant, hyper froid, vachement distancé, alors qu'au contraire je trouve que là pour le coup la mise en scène servait vraiment. C'est pas chiant? Ah bah moi j'ai pas trouvé ça chiant. Putain. Ah bah non. Au contraire, je trouvais que pour une fois, la mise en scène était vraiment au service de quelque chose, et surtout que les deux réalisateurs proposaient vraiment quelque chose de différent de ce point de vue-là, quoi. Enfin, un film français de genre qui proposait quelque chose de franchement original, quoi. Et là, c'est con, c'est parce que vraiment là, quand je dis qu'il y a des putains d'idées de mise en scène, c'est qu'il y en a, il y a vraiment des plans de fou. Dans ce film, et c'est alors, je crois qu'il y a alors malgré le fait que le film je le reverrai sûrement jamais et que j'en pense pas moins que c'est un objet sublime visuellement, et il y a une séquence, je crois que ça va rester l'une des séquences les plus marquantes que j'aurais vues cette année et peut-être de ces dernières années. C'est une séquence, en gros ça fait penser à du David Lynch, c'est toute une séquence en photo motion, c'est-à-dire que en gros ils ont dû tourner le truc, enfin ils ont dû prendre des photos en fait, et à chaque seconde t'as 3 images en fait, et qui créent le mouvement du coup, et ça donne un rendu. Alors c'est des photos en noir et blanc et qui donne, il y a une séquence de cauchemar comme ça avec une nana qui doit s'enfuir sous la tapisserie d'un mur et s'enfoncer dans un trou pour échapper à un tueur avec un rasoir. Enfin cette scène est juste sublime quoi. C'est le truc que par contre ça, même si ça racontait pas grand chose, tu sentais quand même que c'était un trip sensitif. Enfin là pour le coup ça marchait totalement. C'est après le reste, quand je parlais de Lynch, c'est globalement l'étrange couleur des larmes de ton corps, ça m'a fait penser un peu à certains mauvais moments de Inland Empire quoi. C'est vraiment des pures idées visuelles et d'ambiance, mais qui tu sais pas ce que ça raconte et du coup tu te désintéresses rapidement du truc quoi. Et du coup voilà, c'est vraiment dommage, hein. Je pense que là c'est le duo, ils sont capables de faire un truc de fou, mais
peut-être qu'ils arrêtent de. C'est bien de partir dans leur délire, de proposer du cinéma à eux, mais j'aimerais bien les voir quand même sur quelque chose de plus, peut-être pas de plus classique, mais déjà un truc plus accessible, quoi. Parce que là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est du film qui est fait pour eux, en fait. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour les sorties de la semaine. On va maintenant passer à notre double programme Paul Schrader et on va commencer avec Hardcore, son deuxième film, et c'est Jet qui va nous en parler. Donc ouais, Hardcore, c'est un film sorti en 1979. Il a été vendu de manière très agressive à l'époque de sa sortie, parce qu'il suffit de voir les affiches d'époque qui jouent sur le côté choc du film. Encore aujourd'hui, le film conserve une aura assez sulfureuse. Hardcore, c'est quoi ? C'est l'histoire donc d'un petit patron situé en plein Midwest, joué par l'excellent George C. Scott, dont la fille va mystérieusement disparaître après une excursion en Californie. Littéralement terrassé par la nouvelle, il va remuer ciel et terre pour mener son enquête avant de trouver une piste qui le mènera dans les milieux interlopes de LA, qui était alors la plaque tournante de l'industrie du sexe aux États-Unis. Dès lors, le ton du film est donné, jouant à la fois sur l'exotisme de son cadre, puisqu'à l'époque, très peu de films mainstream avaient osé aborder le sujet des milieux du sexe au cinéma, mais évitant également de tomber dans le piège qui lui était tendu, celui de l'exploitation graveleuse. Le film va même jusqu'à aborder le sujet des snuff movies, cette légende urbaine selon laquelle des films amateurs seraient mis en scène avec de vrais meurtres puis vendus sous le manteau. Force est d'admettre que tout le génie des meilleurs scénarios de Schrader est là. Sous l'apparence du vice se cache une vraie fascination pour l'humain et sa capacité à tomber plus bas que terre par amour. En effet, le personnage de George C. Scott a autant de Travis Bickle en lui ou de l'ambulancier campé par Nicolas Cage dans Un tombeau ouvert. Ce sont des personnages complètement perdus dans la vie, qui se mentent à eux-mêmes et à leur entourage, mais qui restent capables d'éprouver des sentiments. Car Hardcore n'est pas tant pour moi la plongée voyeuriste censée flatter les bas instincts de spectateurs frustrés, ou à l'inverse une vulgaire campagne pro-puritaine, mais une véritable quête identitaire où notre héros va à la rencontre d'un univers qui représente l'opposé de ses valeurs morales et va devoir mettre en branle tous ses principes pour se fondre dans la masse et espérer ainsi retrouver sa fille. À partir de là, tout est dit. Le bon chrétien devra se transformer en apprenti producteur de films porno et remonter ainsi toute la filière d'un monde au code bien strict. D'ailleurs, je trouve que le film n'a pas tellement vieilli dans la peinture de cet univers, que ce soit les pratiques des sex shops, leur clientèle ou même les conditions de fabrication des films porno. La mise en scène de Schrader est en tout point cohérente avec son sujet, puisqu'elle oppose sans cesse l'apparente tranquillité des bourgades américaines, propres, immaculées et sans histoire, à celle de la jungle urbaine moite et terrifiante. Là où on pourrait voir une forme de manichéisme, je trouve que ça sert véritablement le propos de Schrader, qui prouve qu'il n'est pas juste un homme d'écrit, mais qui réfléchit la plupart du temps en amont sa mise en scène pour qu'elle soit raccord avec le fond. Par ce procédé, on se rend compte que finalement la campagne dans laquelle C. Scott s'est réfugié n'est peut-être pas l'endroit espéré pour élever sa fille, puisqu'il met en avant tous les défauts d'une vie trop rangée, en allant jusqu'à suggérer que la vie idéale pour une famille se situerait dans un entre-deux. Des compromis pour ne pas vivre dans l'étouffement et la frustration, mais en même temps ne pas non plus tomber dans la débauche. Un paradoxe propre à l'être humain qui est ici parfaitement questionné. Après, je lui excuserais certaines facilités dans le déroulement de l'enquête, ainsi que certains passages autres qui remettent en cause le côté crédible du métrage. Je pense notamment à la scène du casting, quoi, qui est assez kitsch quand on le revoit aujourd'hui. Mais le film, voilà, il a le mérite d'avoir de la compréhension pour ses personnages. Je trouve que même si Scott n'est pas le héros absolu, il a ses imperfections, mais il reste assez compréhensible dans ses actes. Et ça, moi, je trouve que c'est pas la moitié d'une prouesse. Franchement, pour moi, je vous conseille vraiment Hardcore parce que c'est un film qui fonctionne aussi énormément à l'affect, quoi. On est vraiment si on est en empathie avec le personnage de Scott, on ne peut vraiment que adhérer à cette histoire. Il suffit de regarder, par exemple, la scène du cinéma où on voit des inserts où il découvre que sa fille joue dans des films pornographiques. C'est assez difficile de pas compatir avec lui et aussi de comprendre aussi son acharnement à vouloir sortir sa fille de cet endroit-là. Donc d'ailleurs, je conseillerais à ceux qui voudraient approfondir leur séance de se mater Toute affaire cessante, l'excellent film de Joel Schumacher, 8 mm, qui reprend à peu près la même storyline et même certaines scènes qui sont reprises à l'identique, et aussi des choix esthétiques qui se rapprochent énormément du film de Schrader, tout en abordant des sujets et des thèmes parallèles autour du snuff. 8 mm, voilà, s'attaque plus à cette légende urbaine du snuff que réellement de l'univers de la pornographie. Donc ouais, franchement, Hardcore, c'est super bien. C'est pour moi la meilleure réalisation
Paul Schrader, peut-être pas son meilleur script, puisqu'il a, je trouvais, écrit des meilleurs scénarios pour d'autres, mais c'est vraiment la preuve que Schrader, c'était pas juste un bon scénariste, mais que c'était également un réalisateur sur lequel on pouvait compter. Ouais, c'est plutôt un bon film. Disons qu'il y avait un énorme piège à la base, c'était quand même que ça partait d'une trajectoire qui est assez similaire à Taxi Driver, sauf qu'il prend pas vraiment le même type de personnage, puisqu'ici le personnage est beaucoup plus âgé, on n'est pas du tout dans la même classe sociale, là où Travis était plus un personnage qui naviguait dans des classes sociales assez inférieures. Ici, on a une classe bourgeoise catholique, et donc je trouve qu'il arrive quand même habilement à rester dans ces mêmes thématiques tout en les esquivant et en faisant pas de redites. Le côté du film que j'ai le plus préféré, moi, c'est le côté assez pédagogique de l'univers, parce qu'on navigue quand même dans pas mal de niveaux et dans des classes différentes du même univers, mais ça va toujours de façon progressive, mais c'est pas une progression qui est là pour te montrer la noirceur et la descente aux enfers du personnage, c'est plus une progression qui est là pour t'expliquer où on va, parce qu'on est quand même dans les années 70, c'est pas quand même le genre d'univers qui était très décrit à l'époque, et c'est là où j'ai un petit peu un souci quand même avec le film, c'est que ça a quand même assez vieilli sur certains aspects. C'est pas vraiment la forme ou le script, mais plus le côté interdit, le côté on a l'impression que le personnage navigue dans un univers interdit, un univers presque diabolique. C'est un peu ça par moment, t'as l'impression qu'il y a vraiment un côté interdit qu'on retrouve un peu dans le Shredder. Après, on peut pas lui imputer parce que bon, c'est pas de sa faute, c'est plus du fait que c'est l'époque. Voilà, c'est le contexte. Voilà, c'est le contexte, c'est l'époque. Ça reste gentil, parce que voilà, quand tu parles voilà de l'industrie du porno, faut savoir qu'à l'époque où Hardcore était tourné, donc à la fin des années 70, le porno était encore majoritairement encadré par la mafia. Vraiment, ça restait vraiment un truc underground. C'était pas un truc industrialisé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, les sources de financement sont plus ou moins transparentes, alors qu'à l'époque, ça restait un univers plutôt secret. On parlait pas de ça. Les gens limite se cachaient pour y aller. Donc effectivement, je peux comprendre que le spectateur aujourd'hui, il va être un petit peu étonné. Genre le gars, il va se planquer pour aller dans un sex shop ou pour parler de films de boules. Non, voilà, c'est sûr que par rapport à ça. Mais je trouve que le film justement n'a pas vieilli tant que ça. Je trouve que le film reste très authentique par rapport à l'époque qu'il dépeint, quoi. C'est pas un film mensonger ou même caricatural. C'est vrai qu'à l'époque, les gars qui possédaient dans le porno, c'était pas des enfants de cœur, quoi. C'était pas juste des gars qui faisaient l'amour à droite à gauche. C'était aussi des gars qui étaient très louches, qui avaient aussi des casiers judiciaires ou des trucs comme ça. C'est pas voilà, c'est pas juste comme je dis, c'est pas juste des gens qui couchaient devant la caméra. C'est un univers quasi criminel, quoi. Ok, bon, on va passer maintenant à Autofocus. Donc ouais, Autofocus, sorti en 2002, donc c'est un film voilà qui est sorti bien plus tard qu'Autofocus et qui d'ailleurs que Hardcore, et qui fait un petit peu suite à une certaine traversée du désert pour Paul Schrader, puisque c'est vrai que il a enchaîné pas mal de naftons à partir de la seconde moitié des années 80 et des années 90. C'est plus son œuvre de scénariste là pour le coup qu'on a retenu. Et donc là, Autofocus, c'est clairement son meilleur film, c'est même son dernier très bon film, puisqu'il retourne plus ou moins dans les thématiques de Hardcore, même si c'est pas du tout les mêmes histoires, c'est pas du tout les mêmes destins et les mêmes lubies. Ça raconte aussi à sa manière une descente aux enfers. Et encore une fois, le fond est en rapport avec la forme, c'est-à-dire que donc à travers ce biopic d'un acteur, donc Bob Crane, qui était la star de la série Papa Schultz, qui était donc quand le film commence, c'est un bon père de famille, le bon chrétien qui va à l'église tous les jours. Donc là, on sent qu'on est bien chez Paul Schrader, et qui, on le sent déjà très vite que c'est un frustré, c'est-à-dire que voilà, sa femme, elle a plus trop envie de faire l'amour avec lui se sent un petit peu... Elle est moche. C'est sûr que dans le Rita Wilson, elle est pas mal, mais c'est sûr que dans le film, ils l'ont pas vraiment arrangé. Mais voilà, c'est le gars, voilà, il commence à avoir aussi un certain âge, et voilà, il a pas satisfaction d'un point de vue sexuel. D'ailleurs, on le voit se faire gauler par sa femme en train de mater des revues pornographiques. Et au début, c'est vrai que le gars est super sympathique, tu dis, je ne crois pas que ce gars-là ait pu être un vrai détraqué. Et puis, quand sa série est lancée, il commence un petit peu
frayer avec le showbiz, vraiment à connaître le succès et à être orienté par certaines personnes, leur dire ouais voilà on va aller voir des clubs de striptease, ouais ok d'accord, je joue de la batterie dans les clubs de striptease, après on va inviter des gonzesses à la maison, ouais on va juste discuter avec elles, non on va pas juste discuter avec elles, on va se les taper parce que voilà on est des mecs, on est des stars donc on peut se le permettre. Et c'est vrai qu'au début on est un peu mal placé pour juger le personnage parce qu'on se dit qu'à sa place voilà, je pense que si on avait les moyens d'en profiter, on en profite très tous quoi, de se taper toutes les groupies qui nous tombent sous les bras, surtout que le gars n'a rien besoin de faire quoi, c'est vraiment les femmes qui viennent à lui. Et petit à petit tu sens de façon presque inconsciente, parce que le film vraiment je l'ai senti, il est vraiment très fluide, c'est-à-dire qu'on sent pas vraiment, c'est ça qui est assez bien fait dans la mise en scène de l'heure, c'est qu'au début ce qui est un simple kiff, un privilège, ça va devenir une vraie maladie, une vraie addiction qui va littéralement détruire le personnage de Bob Crane, qui d'abord est au sommet grâce à son succès dans la série, il va vraiment voilà s'envoyer tout ce qu'il voudra, et à partir du moment où sa carrière artistique va décliner, il va être encore plus affecté sexuellement et donc vouloir encore plus de conquêtes. Mais au-delà de ces conquêtes, il va surtout s'adonner une pratique que certains pourraient qualifier de perverse. Je trouve que c'est complètement pervers. C'est de la pornographie, quoi. C'est-à-dire qu'il prend une caméra et qui va chaque fois filmer toutes ses conquêtes et se remater le lendemain ce qu'il a fait le soir, quoi. C'est vraiment un truc très machinal, très vraiment, on ne ressent même plus le plaisir de la démarche, quoi. C'est vraiment un gars qui baise pour baiser, qui se masturbe pour se masturber. C'est, tu comprends vraiment le côté triste du personnage, qui est vraiment malade, qu'il est vraiment affecté par ça. Et que, quand tu vois le film, au bout d'un moment, t'as plus envie de rire, t'as plus envie de te marrer. Que là, tu te dis, mec, il va vraiment super loin. Il fout son premier mariage en l'air, il fout sa famille en l'air, ses rapports avec ses enfants. Il y a des scènes qui sont assez terribles. Et il y a aussi un lien aussi très malsain qui se forme avec l'homme qui va l'initier à ses lubies, qui est Willem Dafoe, qui joue le rôle de John Carpenter, qui n'est pas le John Carpenter qu'on connaît, bien entendu. Mais un gars, ouais, non, mais je sais, parce que moi aussi, ça m'a choqué quand j'ai vu que le gars s'appelait John Carpenter. Je me suis dit, non, c'est pas le nôtre. Et là, il y a une vraie relation complètement malsaine qui se fait avec les deux, puisqu'ils deviennent littéralement liés, mais c'est pas juste un lien de potes, quoi. C'est limite homosexuel par moment, quoi. Notamment, une scène très drôle où Greg Kinnear monte une vidéo d'orgie et se rend compte qu'en fait, William Dafoe lui a mis un doigt dans le cul, quoi. Et d'un coup, t'as Kinnear, il commence à s'énerver, il fait, mais attends, mais tu m'as mis un doigt dans le cul, mais attends, c'est une partouze et tout, ça peut arriver, c'est pas grave, vraiment, Dafoe, lui, le gars, ça le gêne pas du tout, quoi, de dire, voilà, qu'il pourrait peut-être même se taper son pote, parce que voilà, encore une fois, il met vraiment l'accent sur le fait que les personnages sont sexuellement dépravés, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à se taper n'importe quoi. Ils pourraient se taper un mur si il y avait un trou dedans, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est un film qui réussit à mon sens vraiment sa mission, c'est-à-dire vraiment nous dégoûter littéralement du sexe. C'est vraiment ça. C'est qu'il y en a plein qui disent ouais, il y a plein de meufs à poil, c'est vachement bandant, et en fait non, à la fin t'as juste envie de chasser ces idées impures et de carrément te focaliser sur autre chose, quoi. C'est vraiment bien fait. Voilà, par rapport à la mise en scène de Schrader, où je disais au début, l'image est très belle, très colorée, qui fait très années 60, tu te dis voilà, c'est super beau. À l'inverse, plus le film avance, plus l'image devient grise, plus les femmes qui se tapent sont de plus en plus laides, de plus en plus repoussantes. Finalement, ce qu'il essayait de combattre, c'est-à-dire à la fois sa personnalité publique et sa personne privée, finalement, l'une a pris le pas sur l'autre. Là aussi, c'est vraiment le procédé de mise en scène de Schrader est vachement bien fait, quoi. Et donc non, moi, Autofocus, c'est un film qui m'a littéralement scotché, quoi. C'est déjà, voilà, Greg Kinnear, c'est pas un acteur dont je suis spécialement fan à la base, mais je trouve que là, pour le coup, c'est un choix vraiment excellent. Il est vraiment t'arrives à la fois à être autant subjugué par le charmant jeune homme qu'il est au début du film, comme d'être vraiment dégoûté par le gros pervers qu'il a à la fin, quoi. Franchement, c'est un film qu'il faut voir, certes, de manière avertie,
mais qui vaut vraiment le coup d'œil, quoi. C'est un truc assez, vraiment très glauque, quoi. Bah ouais, c'est le meilleur film sur l'addiction sexuelle avec Shane pour moi. Je sais pas comment dire, t'as déjà tout dit. C'est un film vraiment, pour moi, c'est le meilleur film de Shredder. Déjà, ce qui est sympathique, c'est vraiment le côté fiction et réalité qui se mêlent. Ça veut dire que ça a jamais les ambitions de te montrer la vie de Bob Crane, de faire les dossiers de l'écran en disant oui, on va revenir sur la vie de cet acteur. C'est vraiment un film à part entière. Ça pourrait même être un film qui se base pas du tout sur une histoire réelle. Ça ne changerait absolument rien. D'ailleurs, la fin prend quand même position sur le fait réel, alors que dans le fait réel, c'est un petit peu plus obscur que ça. Apparemment, bon, j'ai pas tout lu, mais apparemment, John Carpenter s'en est tiré, alors que là, on l'accuse clairement à la fin du film comme le meurtrier du personnage. Pour moi, c'est vraiment un petit bijou qui est assez peu connu, bizarrement. Et... Non, mais Logan, il faut que tu t'interroges sur ta passion pour l'addiction sexuelle. Hein. J'aime 2 films sur le sujet, je vois pas le problème. Ouais, mais tu les aimes particulièrement. C'est parce qu'il y en aurait plus, t'aimerais les autres. Là, il y en a que 2. Non, il faut être honnête. C'est pas tant le sujet de l'addiction sexuelle qui m'intéresse, c'est plutôt la façon dont il parle justement de ce sujet-là et de la façon dont il traite aussi Shredder. Parce que c'est facile de faire un film sur l'addiction sexuelle, mais là, c'est encore une fois, comme je disais pour Hardcore, c'est un film dont le fond est en rapport avec la forme. Tu vois, c'est vraiment pour ça que je défends le film. Après, je veux dire, ça pourrait être un film, je sais pas, sur la cuisine. Tu vois, non mais là je caricature, mais c'est pour exprimer mon ressenti, pas sortir. Ouais, parce que c'est un film sur l'addiction sexuelle, vous aimez bien. Donc voilà, le Bombcast c'est fini pour aujourd'hui. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter de l'émission, ainsi que le site WordPress de l'émission. On se retrouve dans 2 semaines, on parlera entre autres de Her, de Ronkovs, de Frida Tuki, de Dark Touch, de Captain America et de All About Albert. On fera également une mini rétrospective Samuel Fuller à l'occasion de la sortie en DVD de Violence à Parcours. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés et à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Salut. Allez. You're still here? It's over. Go home. Go.